Bonjour. Bonjour Manuel, merci pour votre collaboration à ce MOOC sur l'intelligence artificielle. Vous êtes professeur au CNAM en sciences de l'information et de la communication. Et je crois qu'en 1993, vous avez fait votre thèse sur ce sujet, sur l'intelligence artificielle. Tout à fait, Cécile. En 1993, j'ai soutenu ma thèse en IA, dans le domaine des systèmes experts. Et ça a été un moment difficile parce que, après cette thèse, les emplois en IA ont disparu. C'est-à-dire que c'était la deuxième crise de l'intelligence artificielle qui a continué à se développer de manière assez obscure et qui réémerge aujourd'hui. Mais c'est donc un phénomène ancien, bien plus ancien que 1993, puisque la naissance est dans les années 50. Alors, vous êtes donc un spécialiste de la transition numérique et de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les domaines liés à l'IA et qu'est-ce que l'IA? D'accord. Alors, donc, globalement, l'IA, c'est une science dans le domaine de l'informatique qui est rattachée également à ce qu'on appelle les sciences cognitives, donc en lien avec la psychologie, la linguistique, la philosophie, dont l'objectif est d'essayer de reproduire des raisonnements complexes qui sont le propre de l'homme. Des raisonnements comme l'apprentissage, comme la reconnaissance, comme la traduction automatique, etc., etc. Et aujourd'hui, quel domaine de l'IA, en fait, impacte les métiers? Voilà, alors aujourd'hui, ce qui est vraiment très marquant, c'est la renaissance d'un secteur de l'IA qu'on appelle le machine learning ou l'apprentissage, qui effectivement, avec la multiplication des données, va permettre de fournir des résultats extrêmement intéressants dans différents domaines, dans le domaine de la prédiction, dans le domaine de la reconnaissance d'images, dans le domaine de la traduction. Donc ça, ce sont les grands domaines de l'intelligence artificielle et ils vont impacter quasiment tous les métiers aujourd'hui, parce qu'on ne le sait pas, mais aujourd'hui on utilise, quand on utilise un traitement de texte, quand on utilise Google Photos, on utilise des algorithmes d'IA. Et de manière plus spécifique, ils vont impacter des professions dans le domaine de la relation client, dans le domaine là aussi du marketing, dans le domaine de la médecine, puisque en médecine on dit qu'il y a beaucoup dans le travail de diagnostic, il y a beaucoup de reconnaissance d'images, de photos, donc dans le domaine des transports bien entendu avec la voiture intelligente, donc oui il y a beaucoup de métiers qui vont être impactés et ce qui est nouveau c'est que ce sont des métiers finalement à assez haute valeur ajoutée en termes de niveau professionnel. Donc c'est très intéressant. Vous avez dit qu'en fait l'IA et le champ est né dans les années 50 et qu'il y a eu donc déjà de nombreuses évolutions et qu'aujourd'hui on sort de l'hiver et il y a un engouement pour cette IA grâce aux recherches du machine learning qui nous ouvre de nouvelles perspectives. C'est bien cela. C'est ça. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est concrètement dans les compétences à développer dans ce travail aujourd'hui qui change avec l'intelligence artificielle. Premièrement, quels sont dans le travail les grands changements et deuxièmement, quelles compétences le manager, mais peut-être tout collaborateur, doit-il développer pour s'adapter à ces grands changements? Alors Cécile, comme tu le sais, il y a eu beaucoup de prévisions très catastrophiques autour de la manière dont l'IA pourrait faire perdre des emplois. Ces prédictions sont elles-mêmes alimentées sur un certain nombre de chroniqueurs qui défendent une vision qu'on appelle la vision de l'IA forte, c'est-à-dire l'idée que finalement les programmes d'intelligence artificielle pourraient devenir autonomes, pourraient s'opposer à l'homme, pourraient dépasser l'intelligence humaine. Autant te dire que du côté des chercheurs en informatique, l'hypothèse de l'IA forte est très très peu soutenue. C'est essentiellement une vision idéologique qui remonte à ce qu'on appelle, qui est soutenue par ce qu'on appelle le transhumanisme. Et ça génère de grandes craintes. Les gens qui regardent sérieusement, par exemple le Conseil d'orientation pour l'emploi qui a fait une étude très précise sur les emplois menacés, disent qu'en gros 10% des emplois pourraient effectivement muter avec l'intelligence artificielle, ce qui est donc finalement assez classique. Dès qu'il y a une révolution technologique, ça évolue. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les emplois en termes de... D'accord, donc sur les emplois, en fait, on prend comme hypothèse qu'il y a deux types d'IA, l'IA faible et l'IA forte. L'IA faible, c'est celle qu'on ne voit pas bien au quotidien, mais qui existe quand on parle à notre téléphone ou quand on fait en fait des applications de façon intuitive. Et l'IA forte, c'est celle qui peut vraiment être autonome et transformer des systèmes. Mais pour l'instant, donc les informaticiens
sont à l'opposé des discours alarmistes. On pense bien sûr à Laurent Alexandre sur la médecine ou à des figures qui nous font quelque part peur sur ce que l'IA peut faire. On pense à Stephen Hawking qui dit que l'IA va être quelque part la fin de l'humanité. Et donc là, l'IA forte, c'est pour vous les informaticiens donc une perspective peut-être moins alarmante que ce qui est annoncé. Oui, tout à fait. Ça relève de l'idéologie. Il suffit de lire Jean-Gabriel Ganassia, par exemple, dans ce domaine, qui explique très très bien ce processus. Ouais. Très bien. Donc là, vraiment, maintenant, j'aimerais comprendre et donner des balises à nos managers. Nos managers voient arriver dans les entreprises des systèmes qui vont quelque part peut-être automatiser certaines tâches, leur rendre leur métier peut-être plus intéressant d'une certaine partie, mais en même temps, ils se posent des questions. Est-ce qu'ils ont à craindre de ce qui va arriver avec les systèmes liés aux intelligences artificielles? Quelles compétences doivent-ils développer? Quelle attitude avoir? Alors, c'est une très très bonne question, parce que la question que va se poser un manager ou une entreprise, qui est de dire est-ce que finalement j'accrois l'automatisation en laissant à l'homme finalement une portion congrue de ce que je ne sais pas automatiser, ou est-ce qu'au contraire, je vais plutôt développer mon informatique pour augmenter les capacités de mes opérateurs humains, elle se pose toujours. En fait, quand on informatise, et ça ne tient pas simplement à l'IA, soit on est dans une vision substitutive, je remplace l'opérateur, je le remplace par un programme, soit dans une vision augmentative, en fait, j'accrois les capacités de mon opérateur. Et nous, alors là je ne dis pas ça simplement en tant qu'informaticien, mais les sciences du travail ont montré depuis très longtemps que c'est risqué de laisser la portion congrue à l'homme. C'est-à-dire que d'une certaine façon, notamment dans le contrôle de processus à risque, si l'homme n'est pas dans la boucle en permanence, eh bien, il n'a plus la maîtrise de la situation, et c'est là qu'on a des risques d'accident. Donc, pour plein de raisons, des raisons sociales, mais aussi des raisons de performance, il vaut mieux laisser l'opérateur dans la boucle, il vaut mieux penser des systèmes qui vont augmenter l'intelligence humaine, il vaut mieux penser en termes de coopération homme-machine. Alors, quelles sont les compétences ? En fait, c'est des compétences qu'un grand nombre d'entre nous avons déjà développées quand nous interagissons avec des systèmes de traduction automatique, des systèmes de recherche avancée, des systèmes de correction. Il faut, dans le fond, une espèce d'assez bonne culture du numérique pour comprendre quelles sont les limites du programme, comment je peux l'utiliser le mieux possible dans mon activité, mais aussi à quel moment je suis sûr qu'il atteindra ses limites. Et donc, je crois que les meilleures compétences pour faire face à l'IA, c'est des compétences globalement dans le domaine du numérique, dans comment fonctionnent un peu ces algorithmes. Et donc, plutôt que de développer la crainte d'être remplacé par une machine, de bien montrer d'emblée quelles sont les limites de ces programmes et comment je peux les utiliser à mon profit. Mais ça, il faut que ce soit dans le cadre d'une politique d'entreprise globale où je souhaite développer la compétence de mes collaborateurs plutôt que de les écarter le plus possible de l'emploi. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est au lieu d'avoir peur de l'IA, essayons de comprendre ce qu'elle fait et comment interagir avec elle en essayant d'acquérir ces compétences numériques qui sont en fait le langage, l'alphabet de cette nouvelle civilisation vers laquelle on va. Et d'ailleurs, je crois, Manuel, que vous avez un certificat sur les compétences numériques au CNAM. Voilà, donc même un master transition numérique. Merci de le signaler.